On est très content de vous accueillir à ce débat dont le titre est « Cinéma et intelligence artificielle, amis ou ennemis ». Donc déjà, c'est un débat qui va être assez passionnant. Quelques mots d'introduction. L'intelligence artificielle s'est imposée dans les processus de création cinématographique depuis un certain temps. On ne compte plus les films dans lesquels cette technologie est intégrée. Pourtant, elle continue de susciter beaucoup d'inquiétudes, notamment sur le mécanisme de décision de cette intelligence et en même temps sur le plan social, puisqu'évidemment, il y a des effets collatéraux. Pour comprendre la menace à court terme et l'opportunité à long terme que celle-ci présente, il est utile de remonter à son origine. Sachez que c'est en 1956, que le mot intelligence artificielle est apparu. Donc c'est vraiment pas depuis avant-hier. Et c'est important de constater la place qu'elle occupe désormais pour mesurer les perspectives que celle-ci offre, parce qu'elle offre des perspectives absolument incommensurables. Les aspects réglementaires et la protection des scénaristes, des actrices, des acteurs devront être soigneusement, bien sûr, cadrés. Quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on voit bien l'ampleur des inquiétudes qui se manifestent. Et le débat qu'on vous pose ce matin, qui, j'espère, apportera les éclairages indispensables, eh bien, va nous permettre de mieux comprendre toutes ces questions. Alors pour ça, je vais m'asseoir d'abord et je vais vous présenter nos invités. Donc, je vais commencer par Laura Chobard. Laura Chobard est diplômée de l'école polytechnique. Je fais rapidement son portrait pour que vous puissiez savoir qui est en face de vous. En 2007, elle rejoint la Direction générale de l'armement comme experte en intelligence artificielle. En 2010, elle participe à la création de l'architecture de systèmes d'information pour le renseignement. En 2013, elle va coiffer le bureau des PME stratégiques, puis elle devient responsable de la programmation budgétaire. Et en 2017, elle intègre le cabinet de la ministre de la Défense de l'époque, Florence Parly. En 2019, elle quitte le ministère pour diriger l'établissement public du parc de la Grande Villette. Et en 2022, le Conseil des ministres la nomme comme directrice générale de l'école polytechnique. C'est la première femme qui occupe ce poste. Donc elle est là avec nous. Laura est juste là au milieu. J'espère que... À ma droite, un monsieur que vous connaissez tous. Et en préparant sa présentation, je me suis dit c'est très compliqué de résumer en quelques mots son parcours. Mais je vais essayer de le raconter un tout petit peu. On dit qu'en France, il y a eu 2 ministres de la Culture, André Malraux et Jack Lang. Non pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres, mais ceux-là ont marqué vraiment le ministère de la Culture. Professeur de droit et de sciences politiques, homme de théâtre, de culture, son parcours le conduit à occuper des postes clés avec une vision très particulière, et vous le sentirez tout à l'heure dans ses propos. Il aime réformer pour améliorer, promouvoir de nouvelles formes d'art et surtout innover, innover et encore innover. En 81, quand il arrive rue de Valois, il met en route de multiples projets qui vont façonner le nouveau visage de la culture. Et à l'évocation de son nom, tout le monde pense évidemment à la fête de la musique, au prix unique du livre, aux nombreux festivals qui sont nés, à la création, sous son impulsion, de la FEMIS, à la construction des Zéniths, la création du Centre national des arts du cirque et du Centre national de la chanson, et ici même à Angoulême, le Centre national de la bande dessinée qui jouxte cet immeuble. Il met en place des mécanismes d'aide à l'industrie cinématographique, renforce celui de l'avance sur recettes et notamment la création des Sofica. Et puis il s'investit dans la rédaction d'une loi qui va être au centre de nos propos, qui est la loi de 85, dite loi Lang, sur notamment les droits d'auteur et les droits voisins. Plusieurs fois ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, il est député, conseiller de Paris, maire de Blois. Il préside depuis 2013 l'Institut du monde arabe et aujourd'hui, c'est lui qui va nous apporter, dans le cadre de ce débat, un éclairage qui s'inspire évidemment de son expérience. À l'autre bout, Olivier Gors, que vous connaissez certainement, puisqu'il a à son actif beaucoup de films. Il est auteur, réalisateur, scénariste, et il est aussi le scénariste du film que vous allez pouvoir voir demain, qui s'appelle donc L'Abbé Pierre, une vie de combat, dont la sortie nationale est prévue le 8 novembre.
Il a coécrit et réalisé plein de films, dont un qui lui a valu un César de la meilleure adaptation, Omar m'a tué, de Roch Dizem, Un autre monde, de Stéphane Brisé. Il a beaucoup travaillé avec Stéphane Brisé et beaucoup travaillé aussi avec Roch Dizem. En regardant sa cinéphilie, c'était assez frappant. Il a également travaillé pour la télévision, puisqu'il a réalisé une quinzaine de séries et d'unitaires. Et évidemment, son regard en tant qu'auteur, scénariste, sur cette question de l'intelligence artificielle va être assez précieux pour notre débat. À côté de lui, Simon Buisson. Alors Simon est auteur, réalisateur et scénariste aussi. Il est diplômé en 2011 de la FEMIS. Il se consacre dans un premier temps aux nouvelles écritures, notamment pour les documentaires interactifs. Il va nous en parler tout à l'heure, c'est intéressant. Et parallèlement, il crée aussi des sites internet. Donc c'est un homme de techno qui est complètement plongé dans les propos qu'on va tenir ensemble aujourd'hui. En 2015, il réalise un premier film interactif, Way or Die, puis un deuxième, République, en 2019. Une troisième série voit le jour, Stalk, dont il réalise en ce moment la 3e saison. Il a également signé une série pour OCS qui s'appelle 3615 Monique. Et enfin, il travaille sur son premier long métrage qui s'appelle Drone, donc c'est vous dire quand même s'il est vraiment dans cet univers très très à l'aise, et qu'il coproduit la société Haut et Court. Donc là aussi, il nous apportera son éclairage et son expérience à notre débat. Enfin, Axel Buendia qui nous reçoit, donc il est au centre, c'est lui le patron de cette école. Et de ce que j'ai lu sur lui, comme quoi les rêves ne sont pas toujours des chimères, tout petit, il rêvait déjà de rendre les machines intelligentes. Donc vous pensez bien que son regard, ses propos vont être intéressants pour nous. Depuis 2018, il dirige cet établissement, l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques du CNAM, qui est rattachée donc au CNAM, école qui a été fondée en 2001. Il a un doctorat en intelligence artificielle, obtenu en 2003, et il travaille évidemment pour diverses industries. Il crée des outils pour concevoir les comportements de demain, outils centraux dans le jeu vidéo, mais il est également le patron fondateur d'une société qui s'appelle SpearOps et qui a œuvré dans plein de projets collaboratifs, notamment dans les jeux vidéo, sur des robots et sur des simulations urbaines. Il est professeur associé au CNAM depuis 2008 et il enseigne l'intelligence artificielle au CNAM et à l'Engmin ici. Et là aussi, sans nul doute, sa connaissance, son expérience, son regard nous enrichira dans ce débat. Et enfin, je finis par une personne qui n'est pas là, mais qui nous parlera tout à l'heure. Elle s'appelle Anna Apter. Elle interviendra à travers l'écran. Anna est une jeune femme, une jeune scénariste de télé, et qui a réalisé un film complètement conçu par l'intelligence artificielle, de A à Z, de l'écriture jusqu'à la post-production. Elle nous présentera son film, dont on verra quelques images. Et évidemment, là aussi, ça nous ouvrira des perspectives assez décoiffantes, si je puis dire. Notre débat va se dérouler en 3 parties. La première concerne un peu l'origine de l'IA, parce que, vous savez, derrière l'IA, tout le monde, l'intelligence artificielle, tout le monde met plein de définitions. On en a peur, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça mériterait vraiment qu'on remette une vraie définition. Et là, on a 2 spécialistes qui sont parmi nous, pas plusieurs spécialistes, donc je vais leur donner la parole pour qu'ils nous donnent une définition la plus fiable, si je puis dire, afin qu'on puisse comprendre les éclairages que celle-ci peut avoir sur les métiers du cinéma, et comprendre si c'est une menace ou si c'est une opportunité. Donc je vais commencer par demander à Laura de nous dire un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, et puis ensuite peut-être Axel complétera, apportera aussi son regard. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors vaste tâche que de définir l'intelligence artificielle. Je vais essayer d'être le plus simple possible. C'est un ensemble d'outils informatiques qui sont capables de reproduire des tâches qui étaient précédemment réalisées par des humains et d'approcher, voire de dépasser la performance humaine. Alors quand j'ai dit ça, on ne touche pas tout à fait du doigt ce dont on parle aujourd'hui, parce qu'une calculette, elle fait ça depuis des dizaines d'années, et elle fait des opérations calculatoires bien plus vite et de manière bien plus fiable que vous et moi. Donc ce qui fait la particularité des algorithmes dont on entend parler tous les jours dans les médias en ce moment, c'est peut-être la manière dont ils sont conçus, c'est-à-dire qu'ils apprennent à partir d'un
d'un bain d'exemples. Ils apprennent à partir d'exemples. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'ils commencent à toucher des tâches qu'on pensait, plus que le calcul mental, réservé à l'homme, qui sont des tâches qui touchent au langage, et donc à la pensée, et puis à la créativité. Et c'est ça quand même qui provoque tant d'émoi, d'inquiétude, d'espoir autour de nous. Sur la manière dont ils apprennent, parce que c'est vraiment ça qui est essentiel, je pense, pour la suite de nos discussions, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à partir d'exemples ? Je vais prendre un exemple. Pour un algorithme qui traite du langage, comme ChatGPT, ne connaît pas la conjugaison française ou la sémantique française. Simplement, on l'a nourri d'un immense ensemble de textes. En gros, tout ce qui est présent sur Internet en 2021, en 2022, ça a dû évoluer depuis 2021. Et sa seule intelligence, c'est de savoir, par exemple, que l'enchaînement des mots « nous mangeons » est beaucoup, beaucoup plus probable sur Internet que « nous mange ». Il ne connaît pas la conjugaison, mais il va trouver beaucoup plus d'occurrences de « nous mangeons ». Et de la même façon que « nous mangeons une banane » est beaucoup plus probable que « nous mangeons un camion ». Donc il ne sait pas qu'une banane, ça se mange. Mais statistiquement, il va savoir que c'est plus fréquemment relié au verbe manger on va plus fréquemment relier une banane qu'un camion au verbe manger. Donc c'est quand même une intelligence, somme toute, assez sommaire, et qui n'est démultipliée que par la puissance de calcul et donc c'est pour ça aussi que ça arrive maintenant, c'est que les démultiplications des puissances de calcul disponibles est fantastique, et par la quantité de données disponibles dont on peut le nourrir pendant son apprentissage. Donc la qualité de la réponse d'une intelligence artificielle va dépendre à la fois de la question qu'on va lui poser, mais surtout de ce dont il a été nourri. Et aujourd'hui, le plus grand bain d'exemples disponible, c'est Internet. Donc, on peut accorder la même confiance à une réponse de ChatGPT que celle qu'on accorde à une réponse venant d'Internet. Et vous avez tous des expériences, alors qu'on trouve beaucoup de bêtises sur Internet. Donc c'est vraiment ce qui différencie ces algorithmes d'un programme informatique plus déterministe, c'est qu'il doit être nourri, et la qualité de ce qu'on lui donne dans son apprentissage va déterminer la qualité de ce qu'il va produire par la suite. Merci infiniment pour la clarté de l'explication. Axel, vous voulez peut-être rajouter ou enrichir la réponse? Juste deux mots, oui. La définition de l'intelligence artificielle, ça a toujours été un problème depuis le début. Quand on demandait à Alan Turing qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, il ne savait pas quoi répondre, donc il a fini par inventer un test de Turing, si vous regardez sur Internet ce que c'est, si vous voulez. Mais parce qu'en fait, on ne sait pas définir ce que c'est que l'intelligence, en fait. Donc on sait ce qui est artificiel, mais ce qui est intelligent, on ne sait pas trop. Donc du coup, intelligence artificielle, c'est difficile à définir, mais c'est vrai que la définition généraliste, c'est une tâche que d'habitude on attribue à l'homme, qui est réalisée par un système synthétique. Après. Et puis pour rebondir sur la nutrition, sur la nutrition des machines, de leurs exemples, il y a un autre facteur important, c'est que ce sont des systèmes complexes mathématiquement, qu'on a donc du mal à évaluer, c'est-à-dire que quand on regarde un réseau de neurones, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'ils pensent, c'est pas impossible, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Et surtout, du coup, je ne peux pas le corriger. C'est-à-dire le seul moyen que j'ai d'interagir avec lui, c'est de lui fournir des nouveaux exemples que je trouve malicieux, judicieux, pour qu'il puisse les intégrer et espérer que son comportement va se modifier dans le sens que j'aimerais. Donc il y a aussi cette perte un peu de contrôle par ce phénomène, un peu comme un enfant, hein. Vous essayez de lui inculquer les bonnes valeurs, mais malheureusement, vous n'avez pas un contrôle absolu sur ce qu'il fait. Et c'est un peu la même chose, c'est difficile d'avoir vraiment ce qu'on veut, de contrôler vraiment le système, quoi. C'est assez complexe. C'est rassurant et en même temps effrayant ce que vous nous dites. Donc ça veut dire que dans le mythe qu'on peut imaginer, qu'on a tous en tête, que la machine pourrait peut-être prendre le contrôle, est possible ? Alors non, pour qu'elle prenne le contrôle, il faudrait qu'elle ait des intentions.
Or, ChatGPT, typiquement, est une machine qui est totalement dénuée d'intention. La seule intention qu'on peut lui donner, c'est de satisfaire vos requêtes, c'est-à-dire de répondre de manière collaborative à ce que vous lui proposez. Donc du coup, il y a des autres systèmes d'IA plus complexes qui ont d'autres intentions, mais il faut savoir que souvent les intentions sont quand même codées par les gens qui fabriquent ces intelligences artificielles. Et donc à moins que quelqu'un raisonnablement déraisonnablement code une intention de vouloir nuire à l'humanité, ce qui n'est pas impossible, mais ça peut le faire. Il y a des drones automatiques qui sont chargés de surveiller des frontières et qui en effet... Donc la séquence de Kubrick où l'ordinateur HAL refuse d'obéir à l'ordre qu'on lui donne et restera un mythe. Restera un mythe, c'est un grand mot. Pour l'instant, c'est un mythe. Demain, qui peut savoir de quoi demain sera fait? Ouais. Laura, pardon. Oui, moi je suis un peu plus sceptique sur la capacité de ces algorithmes à vraiment faire preuve d'une intelligence et donc d'une intention et d'une pensée. Alors, on en est aujourd'hui très très loin, même si ils imitent la performance humaine de manière assez bluffante sur certaines tâches. Par contre, ces peurs sont alimentées justement par... on doit progresser dans la compréhension du fonctionnement de ces systèmes. Tout comme une machine hors de contrôle peut provoquer des débats, une machine tout à fait mécanique, pour quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, peut provoquer des dégâts. Une intelligence artificielle dont on accepterait les résultats sans tracer par quoi elle a été nourrie, tracer quelles tâches on lui a demandé de reproduire, peut provoquer aussi des dégâts. Très bien. Alors, une fois qu'on a bien planté le décor, maintenant on va parler un peu de cinéma, parce que depuis quelques années déjà, l'univers du cinéma, de la création cinématographique, est envahi d'images, d'écritures qui proviennent, en tout cas, qui sont générées par l'intelligence artificielle. Je vais me tourner peut-être vers nos deux auteurs, scénaristes, réalisateurs. Peut-être commencer par Simon qui pratique cela de façon régulière et nous dire un peu quelle est son expérience à lui et la façon dont lui appréhende ça. Est-ce que c'est positif, négatif? Quelle est la... Alors moi, mon accès à l'AI a été un peu l'idée de gagner du temps. En fait, je passe des journées entières à écrire mes films et parfois avec mes co-scénaristes. Alors c'est ça que je veux, toujours le préambule, je ne veux pas remplacer mes co-scénaristes, les scénaristes. Je pense que c'est proprement impossible. Mais il y a l'idée de comment on peut se faire augmenter par la machine, quoi. En fait, on passe des matinées entières à par exemple, on se dit, on cherche un nœud dramatique précis ou une caractérisation de personnage et on va débattre entre co-auteurs et dans une writer's room, on va mettre 3 heures à trouver 15 points de caractérisation et sur ces 15 points, on va peut-être en garder un seul, voire parfois ne pas en garder. Donc entre guillemets, on perd des matinées entières de travail. Je parle des matinées parce que moi, c'est là où mon cerveau marche. Et donc, la Villa Albertine, il y a 1 an, m'a proposé d'aller aux États-Unis pour écrire mon prochain film. Et je me souviens, dans le rendez-vous, c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'aurais dit, mais moi, j'ai envie d'écrire mon prochain film avec une machine, quoi. Dans l'idée, alors ça, tout de suite, j'ai pas eu, je pense, le réflexe que beaucoup ont eu de dire, en fait, on va demander à une machine d'écrire le film entièrement. Moi, ça a été tout de suite de me dire comment je peux co-créer avec elle, co-écrire avec elle. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis revenu des États-Unis plutôt en me disant, en fait, elle est un moyen de m'augmenter, quoi. Et donc, en arrivant sur place, c'est vrai que j'avais fantasmé, je m'étais dit, mais je vais arriver à Los Angeles, on va me mettre dans un laboratoire façon Frankenstein, ça va, je vais être dans la machine. En fait, pas du tout. J'ai fait des calls Zoom avec plein d'ingénieurs là-bas, donc en fait, je suis resté même dans mon appartement. Et ils m'ont à un moment mis face à un playground de GTP3, donc GTP3, là où aujourd'hui on est à GTP4, qui est ChatGPT. Et c'est très important comme point de détail, c'est que moi c'était il y a 1 an et à l'époque la version 3 n'était pas modérée, donc elle était libre et je la regrette beaucoup, elle était extraordinaire. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait c'est un peu comme un traitement de texte et vous commencez une phrase, vous commencez un paragraphe et au bout d'un moment, quand vous en avez marre, ça peut sembler un peu paresseux aussi quand vous êtes un peu, vous endormez un peu, il y a un petit bouton qui s'appelle Generate et c'est ce que vous avez expliqué, par prédiction, statistiquement, ça va prédire la suite de la phrase, la suite du paragraphe, la suite de l'histoire. Donc à partir de là, c'est vraiment comme un espèce de ping-pong
où j'écris et je génère la suite, et tout à coup je me dis je peux changer les phrases en intervenant sur le texte et générer, régénérer comme ça indéfiniment. Et il y a un seul paramètre qui prend d'ailleurs toute la place sur l'interface, qui s'appelle la température. Et la température, c'est le degré de probabilité du texte qui va venir, quoi. Donc cette température, elle s'établit entre 0 et 1. À 0, le texte qui va venir est extrêmement probable, et à 1, hautement improbable. Alors c'est d'une évidence absolue, j'ai commencé à 0 et j'ai fini à 1, et je n'ai plus jamais descendu à moins de 1 ma température, parce que c'est là tout l'intérêt de cette machine, en fait, c'est qu'elle, en changeant en fait son niveau de prédiction et son niveau de probabilité, elle va vous surprendre énormément. Elle va aller à des endroits qui, à mon sens, correspondent un peu à comment marche la pensée. C'est-à-dire qu'on on a des idées, des choses qu'on a déjà vues, des films qu'on a déjà regardés, qui nous ont marqués. Et la création, c'est ça, rien ne se perd, tout se transforme. On mélange des idées, quoi. Et finalement, statistiquement, la machine fait un peu la même chose. Elle va mélanger des idées. Et de fait, à 1, c'est là où elle devient très intéressante. C'est qu'en fait, elle va être... moi, je la trouvais très nihiliste, la machine. Si vous lui parlez d'un personnage, elle n'aura aucun scrupule à la tuer en un paragraphe, quoi. Là où, en fait, si vous la mettez à 0, elle va être dans quelque chose de beaucoup plus, a priori, probable et donc plus classique, quoi. Donc ça m'a beaucoup marqué, et c'est vrai que depuis, parfois j'ai un trou, où j'ai un peu le syndrome de la page blanche, où je cherche une idée, j'entre mon texte, je mets la température à 1, et elle génère comme ça des choses un peu à la Charlie Kaufman, des choses assez un peu à la John Malkovich. Si vous racontez la scène dans laquelle on est là, on est rentré par Angoulême, vous ouvrez la porte, vous allez peut-être être dans un incendie en Grèce, quoi. En fait, elle va faire des associations d'idées ahurissantes, et parfois qui sont extrêmement inspirantes. Et finalement, la création, c'est beaucoup ça. Je reviens à la writer's room, quand on cherche une idée le matin, j'attends toujours le moment où on dit « et si ?» Ah, et si ? Il y a souvent un de vos co-auteurs qui se réveille et qui dit « et si ?» Et ce moment-là, on sait que c'est qu'il y a une idée qui pop, il y a quelque chose qui arrive. Et la machine peut potentiellement accélérer ce moment d'épiphanie, quoi, où tout à coup on se dit on va peut-être pas aller dans l'incendie en Grèce, mais en fait ça nous dit qu'il y a un rapport avec le feu qui est intéressant, et on va donc écrire la suite de notre histoire liée à cet élément qui est arrivé, quoi. Mais voilà, donc c'était cette espèce de disruption. Moi je m'en sers grâce à la machine, et donc je pense que ce matin j'aurai une vision assez vertueuse de la machine, et pas du tout dystopique, quoi, finalement. C'est ce qu'on entend. Mais on reviendra sur ce que vous disiez. Olivier ? Non, un détail sur le bain d'exemples Internet. Vous m'avez présenté comme, par exemple, auteur-réalisateur, parce que sur Internet, j'ai réalisé un court-métrage une fois, il y a 22 ans, mais je ne me considère absolument pas comme réalisateur. Mais ça, je ne peux pas l'effacer. Je suis strictement scénariste, en fait, voilà. Donc, je parlerai que d'écriture. Alors, sur l'écriture... Là, moi, je découvre un peu ce que dit Simon. J'ai plutôt l'impression qu'il y a eu plus d'articles depuis 1 an sur la disparition des scénaristes qu'en 40 ans sur leur existence. Donc, ça fait un peu bizarre. Soudain, on s'intéresse à nous, en fait, donc, pour écrire notre disparition programmée. Mais est-ce que parce que dans ce dont tu parles, ce que je comprends très bien, j'ai l'impression que du coup, ce n'est qu'une écriture qui est en référence avec d'autres fictions, en fait. Où est l'expérience humaine, où est l'échange intime d'expériences qui me paraît à la base quand même de l'écriture d'un film, en fait. Parce que est-ce que le risque, c'est pas la série B, c'est-à-dire une fiction. Moi, j'ai pas l'impression d'être quand j'écris un film, je suis pas ingénieur en récit. Mon boulot, c'est pas de pondre des rebondissements, en fait. C'est de penser un film avec un réalisateur. C'est pas tant de savoir ce qu'on va raconter, c'est de savoir, c'est ça toujours ça le plus compliqué, c'est de savoir ce qu'on veut raconter à travers ce qu'on va raconter. Il y a autre chose qui se met en œuvre que seulement voilà, un enchaînement, une espèce de surenchère de références, c'est dans ce que tu me dis, quoi. Oui, moi j'ai l'impression que la machine va remplacer, va automatiser, mais comme elle le fait historiquement, elle automatise des choses simples, des tâches simples, et elle va automatiser, alors pour parler que de fiction, des fictions simples et, à mon goût, inintéressantes et faciles. Donc en fait, c'est presque, en fait, moi je me dis souvent, mais la machine nous challenge parce qu'elle nous a jamais challengé et autorisé à être autant humain, ou de fait, ce qui va caractériser, et je m'en suis rendu compte en écrivant avec la machine, c'est la névrose. C'est ma névrose
est le fil conducteur de toutes mes fictions, de toutes mes histoires, et j'y reviens névrotiquement. Et cette névrose, alors jusqu'au jour où, à mon avis, on va pouvoir charger une névrose dans une machine, mais c'est peut-être arrivé. Mais c'est vrai qu'on voit bien que pour le moment, la machine, elle tape un peu dans tous les sens, quoi. Il lui manque cette espèce d'obsession narrative, et donc ça, voilà, c'est pour ça que pour le coup, je la vois moi comme une sorte d'assistant créatif personnel, quoi. Mais elle ne remplacera jamais le fil créatif. Pardon, excusez-moi, juste d'ailleurs, j'ai une pensée pour Sophie Filière, qui était une autrice, réalisatrice, scénariste, avec qui j'ai eu la chance d'écrire des films. Et Sophie, c'était l'art de la rupture, du décrochage, du tragique dans la comédie, de la comédie dans le tragique, de l'inattendu, du loufoque. Et je souhaite bien du plaisir à ChatGPT pour la remplacer, quoi. Alors, à ce sujet, voilà ce que dit ChatGPT, puisque je lui ai posé la question. Est-ce que vous considérez que vous êtes une menace pour les scénaristes? La réponse de ChatGPT est la suivante. Il ou elle répond, l'intelligence artificielle peut être perçue comme une menace potentielle pour les scénaristes, mais elle peut également présenter des opportunités intéressantes. On est déjà dans une rhétorique extrêmement diplomatique. En tant qu'intelligence artificielle de génération texte, je ne suis pas une menace directe pour les scénaristes de cinéma et de séries TV. Je suis un outil qui peut être utilisé pour fournir des informations, des idées ou même des ébauches de scénarios, mais je ne suis pas capable de créer une œuvre complète par moi-même. Les scénaristes de cinéma et de télévision possèdent des compétences créatives uniques, telles que la construction de personnages, la mise en place d'intrigues complexes, la maîtrise du rythme narratif et la capacité à créer des dialogues réalistes et percutants. Ces compétences sont très difficiles à reproduire par l'intelligence artificielle. Me voilà rassuré. Voilà. Peut-être. Pardon, Laura. Non, mais merci Simon pour le témoignage de cette résidence à la Villa Albertine. Et je trouve que ça décrit très bien quelle place peut avoir la machine dans le processus créatif et que la tâche, alors tu appelles ça d'injection de ta névrose ou d'éditorialisation de ce que va suggérer et projeter la machine, c'est là que va subsister le processus créatif et qui n'aurait pas du tout la même valeur si tu avais pris tel quel ce que te proposait ChatGPT et que tu en avais fait un film. Donc je crois que c'est cette place dans l'interaction et dans le processus créatif bien qui sûr, va... bien sûr, non mais là je sens qu'il y a effectivement il y a un travail assumé, c'est une interaction qui est intéressante, mais après toute la question c'est est-ce que cet outil ne risque pas d'être détourné pour pondre du récit, éviter les aléas de la création, des créateurs, le fait qu'on mette des mois pour écrire, que des fois on soit malade, que voilà, je ne sais pas, enfin, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, quoi, collectivement. Mais ça, est-ce que c'est pas la responsabilité du public de dire non aux films dont les scénarios sont médiocres, Non, je crois que c'est une politique culturelle. Non, c'est une responsabilité politique, je pense. On aura l'occasion peut-être dans la troisième partie de notre débat de parler, parce que ce que Simon a décrit, c'est quand même une coécriture avec la machine, et ça pose plein d'autres problèmes, notamment sur le plan un peu juridique. C'est-à-dire à qui appartient l'œuvre finale, c'est Simon plus ChatGPT. Alors, le droit américain est très différent du droit français. Cela grâce à M. Jack Lang. Olivier, mais c'est bien, je fais un peu le provocateur, je vais te choquer encore plus là. En fait, en Californie, j'avais une obsession, c'est qu'en fait, la machine, elle s'entraîne, elle a lu donc tout le web. Et en fait, on peut la fine-tuner, c'est-à-dire qu'on peut la régler pour qu'elle corresponde à des modèles plus précis. Donc la fine-tuner, ça voulait dire l'entraîner. Alors moi, j'ai choisi 77 scénarios américains que j'adore, et c'était rentrer ces scénarios, façon Cronenberg, Bigelow. Et alors, c'est pour ça que c'est choquant. Je me disais, mais elle va me faire, j'ai mis du Hitchcock, elle va me faire que des films comme ça, avec un enjeu comme ça, avec la science et la technologie très fort, quoi. Enfin, une espèce de ping-pong entre l'humain et la technologie. Et je me suis dit, je vais demander à la machine de me faire mon nouveau fenêtre sur cours, quoi. Bon, mais bon, il y a une promesse, mais elle s'arrête là. C'est qu'en fait, OpenAI m'a tout de suite dit. Au début, ils m'ont pris au sérieux. Ils ont pris les scénarios. Ils m'ont dit, oui, on va fine-tuner la machine. Et la veille où ils devaient me donner mon playground fine-tuné, ils m'ont dit, il y a le pôle juridique qui nous a appelés. Tu n'as pas le droit de te servir de ce. Ça peut potentiellement faire trop de problématiques entre guillemets de vol de propriété intellectuelle.
Et ça m'intéressait parce que j'avais envie de dire, mais en fait, ces 77 films, en fait, c'est juste que ça va me demander moins de travail de demander à la machine de le faire, mais moi, je peux les regarder, c'est ce qu'on fait sans cesse, m'en inspirer, et en fait, tous ces fragments d'idées, ces images, les mélanger pour en créer des nouvelles, quoi. Mais bon, c'est malgré tout, ils m'ont complètement empêché de le faire, quoi. Monsieur le ministre, vous voulez intervenir peut-être sur les questions de droit d'auteur? Non, d'abord, je suis très séduit par les intervenants, leur capacité à parler clair sur un sujet complexe. Et vous, en particulier, Madame la directrice, on aimerait vous avoir comme professeur. Donc je m'inscris à votre prochain cours, s'il y en a un, sur l'intelligence artificielle. Et peut-être que mon esprit, en tout cas, comprendra mieux ce dont il s'agit. C'est vrai que c'est au-delà des droits d'auteur. Quand on est non spécialiste, on est parfois perdu, on est parfois paumé, disons-le. Et quand on constate qu'il y a aux États-Unis, vous l'évoquiez à l'instant, ce mouvement puissant, qui n'est pas seulement lié à l'intelligence artificielle, mais aussi à des questions de salaire, de rémunération, etc. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Certes, le système américain est très particulier, les unions, les syndicats américains sont d'un autre ordre que les nôtres, mais quand même, il y a cette réaction. En France, aujourd'hui, c'est encore, je dirais, très... Il n'y a pas de réaction véritable. Il y a des expressions individuelles d'artistes, d'intellectuels, de journalistes, mais il n'y a pas un mouvement collectif. Il n'y a pas le sentiment, comme aux États-Unis ou ailleurs, d'un danger, d'une menace. J'ai échangé avant-hier avec notre ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, parce que je lui ai demandé 2-3 tuyaux. Je lui ai dit, où est-ce que vous en êtes? Elle m'a très gentiment d'ailleurs envoyé un petit mot pour me dire, surtout, je crois qu'elle n'a pas tort, ne pas dramatiser. Bon, elle m'a envoyé quelques notes, que j'ai comprises quand même. Et son désir serait, pour répondre en partie à votre question, qui est l'une des questions, elle voudrait faire travailler un petit peu tout le monde à l'intérieur du gouvernement, et pas seulement au ministère de la Culture, pour que cette question soit examinée dans sa totalité, dans sa densité, dans sa complexité. Et je crois qu'en effet, il serait temps que, je ne sais pas quoi, un personnage X soit désigné pour faire un peu la lumière, ou au moins exposer les problématiques. Je suis porté à ne pas être inquiet. Je ne suis pas technophobe. Je ne suis pas non plus technophile. Mais pour avoir traversé des aventures peut-être plus modestes et moins complexes, je me suis aperçu que les phobies, y compris dans l'histoire, étaient chaque fois désavouées. On a eu peur lors de l'apparition de la photographie, de ce qui allait se produire pour le dessin, pour la peinture. On a eu peur lorsque le cinéma est apparu pour le destin du théâtre. On a eu peur, enfin, etc., etc. Et les écritures automatiques ne sont pas nées aujourd'hui. Elles ne prennent pas la forme massive que nous connaissons aujourd'hui, mais quand même André Breton, les surréalistes, l'écriture automatique n'est pas complètement absente de notre histoire. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples qui montrent que, ou bien Tinguely, le sculpteur suisse, qui voulait faire écrire par des machines construites par lui quand même. Mais au fond, il avait, avec beaucoup d'humour, sa réponse à lui: la technologie, c'est rien, le rêve, c'est tout. Alors, je ne sais pas si on peut être aussi optimiste que Tinguely, mais quand même. Et nous sommes, pardon de répondre pas directement à votre question, mais nous sommes ici à Angoulême. Ce n'est pas seulement le festival d'Angoulême, il faut le dire, bravo. Bravo à Marie-France et à son complice. Ce qu'ils ont fait ici est absolument remarquable et continue à l'être. Et c'est aussi la capitale de la BD, c'est aussi, on le sait moins, la capitale du film d'animation. Une des capitales, pardon, avec Bordeaux, avec Paris, etc. Et j'ai connu un moment où le film d'animation était quasiment mort. Il avait connu
une heure de gloire avant la guerre, après la guerre, avec des dessinateurs éblouissants. Et l'école française était mondialement réputée. Et puis, pour des raisons bizarres, ça s'est cassé la billette. Et nous avons décidé, à travers un plan que nous avions appelé pompeusement plan image, qui incluait aussi le jeu vidéo, qui à ce moment-là n'existait pas, en 85 je crois, ou 84, de tenter l'impossible, de faire renaître le film d'animation. Alors la chose que je voulais dire, c'est que ça a coïncidé avec l'apparition d'une technologie du dessin par ordinateur, qui aurait pu tuer dans l'œuf notre tentative. Et c'est tout le contraire. C'est cette alliance entre les dessinateurs, les créateurs, les artistes, les inventeurs, et ces nouvelles technologies qui ont permis cette renaissance et qui font qu'aujourd'hui, à Angoulême par exemple, il y a une bonne dizaine au moins de studios, c'est impressionnant, d'écoles, sans compter le Centre national de la BD et le reste. Donc c'est dire que moi je ne suis pas inquiet. La seule petite question que je poserais, c'est sur les droits d'auteur, je vais vous répondre quand même, c'est ce qu'a dit la directrice quand même de Polytechnique. C'est quand même ce que vous donnez à bouffer, pardon de parler un peu vulgairement, à la machine. Et alors là, ça pose une question, je dirais, humaine, culturelle, etc. Parce que Internet, c'est à la fois beau et moche. Si on donne à bouffer de la cochonnerie et de la cochonnerie, ben, même si la machine invente, elle nous restituera une part de saloperie ou de vulgarité. Comment ? Une part de notre cochonnerie, de notre bêtise. Et c'est ce qu'évoquait notre ami scénariste tout à l'heure à propos de l'éventuelle fabrication de série B à la chaîne. Bon, ça c'est un vrai sujet. Mais quels sont les contre-feux ? Mais je suis trop long, je m'excuse. Alors, d'abord, c'est l'éducation. Il faut absolument qu'on considère que c'est fondamental, pour reprendre une expression utilisée par les différents ministres, c'est fondamental d'aider les jeunes, petits ou plus grands, à regarder, à lire, à interpréter, à voir l'image, à distinguer, et à ne pas se laisser blouser, à ne pas se laisser rouler dans la farine, et à pouvoir distinguer, je ne dis pas le vrai du faux, ce serait prétentieux, mais à pouvoir poser des questions, comprendre. Voilà un des contre-feux. Alors l'autre contre-feu, effectivement, vous évoquiez tout à l'heure la loi de 1985 sur les droits de voisins et les droits d'auteur. Je pense que, et là, Rima, je pense, a raison, il faudrait songer à un texte, je ne sais pas obséder des textes, mais à une série de réponses juridiques qui préservent, protègent et permettent, je dirais, d'éviter le pire et obtenir le meilleur d'un instrument qui, en effet, peut faire rêver. Mais je m'arrête parce que j'abuse. Juste sur les sources, en fait, sur le risque d'un bain qui serait majoritairement américain, en fait, parce que moi j'ai dirigé des ateliers d'écriture dans différents pays. On raconte pas les histoires de la même façon au Liban, en Afrique, en Asie, en Inde. Et moi, ça me paraît important de garder ces différences. C'est parce que ça s'inscrit dans des mythologies, des histoires locales, et ça, comment ça va être préservé Vous avez tout à fait raison, parce que dans ce que tout à l'heure Laura, je me permets de l'appeler Laura, disait, ce qu'on met dans la machine, il y a aussi la langue. Moi, j'ai pas envie, déjà, c'est assez gratiné déjà, hein, que le monde entier soit soumis à la langue unique du monde. Et donc, par conséquent, ce sont des sujets sur lesquels il faut travailler, réfléchir et imaginer, là encore, des contre-feux. Merci beaucoup. Juste peut-être pour illustrer un peu nos propos dans ce qu'une réalisatrice a fait, Anna Apter, je vous propose de regarder d'abord un extrait de son film qui s'appelle Imagine,
Et ensuite, on écoutera son commentaire, en tout cas la façon dont elle a imaginé ce film, et ça éclairera aussi les propos que nous tenons dans ce débat. Ok, alors, qu'est-ce que je peux te demander ? Imagine un enfant, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans. L'âge d'avoir enfin son compte Instagram. Enfin, non, c'est vrai que Insta a le même âge que lui et il n'est plus utilisé que par les gens qui ont le même âge que moi. Donc, un autre réseau social que je connais pas. Il a l'âge de pouvoir repartager en story toutes les personnes qui lui auront souhaité son anniversaire publiquement, à condition qu'il y en ait plusieurs, parce que s'il y en a qu'une, c'est la honte. L'âge de pouvoir enfin inventer sa vie, d'être seul, prêt à tout pour se montrer entouré, pour exister. Alors il va falloir publier, forcément, se montrer, partager, se faire repartager, être drôle si possible, c'est mieux. Se démarquer, être là, le faire entendre, le faire savoir, le rappeler, être suivi, être aimé. Il a de la chance, parce que lui, il n'a pas connu ce temps terrible où être suivi par des inconnus, c'était flippant. Il va tout faire pour sortir du lot en pensant que c'est ça qui lui fera sortir la tête de l'eau. Il se dit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Il a lu ça une fois sur le téléphone de sa mère. C'était écrit avec une typo libre de droit sur une photo de coucher de soleil, un truc comme ça. C'était signé Bouddha. Partager, tout, n'importe quoi. Tant qu'il y a de la matière, il y a du contenu. Et puis quand il n'y aura plus de matière, il en fera du contenu. Un jour, il annoncera qu'à 18h, il fera une annonce qui annoncera que bientôt, il pourra parler d'un projet dont il ne peut rien dire tant que c'est pas fait et qui se fera probablement jamais. Et puis un jour, il fera un post pour dire qu'il refuse de jouer ce jeu-là. Il en a marre, il quitte les réseaux sociaux, voilà. Et puis il restera pour voir qui commentera, qui likera. Il y a des chances que tout le monde s'en foute, mais bon, on s'en fout. Imagine un enfant qui fête ses 13 ans dans un monde où tous les visages autour de lui n'existent pas. Un enfant qui doit se construire dans un monde où tout est faux, rien n'est réel, les gens sont seuls et les intelligences artificielles. Voilà, débrouille-toi avec ça. Voilà, elle va nous peut-être, on peut avoir l'explication. Il y a une autre, voilà. Voilà Anna Apter qui nous raconte un peu son expérience. Pour parler de numérique et pour parler de ces existences artificielles qu'on se crée sur les réseaux, je me suis dit que ça avait du sens d'essayer d'utiliser un outil d'intelligence artificielle. Et surtout, ça me permettait, je voulais parler donc de solitude numérique, et ça me permettait d'être seule face au numérique pour le réaliser. J'ai beaucoup testé avant de faire mon court-métrage, et je me suis assez bien entendue avec la machine au final. J'ai écrit un texte, ça c'est pas une intelligence artificielle qui l'a écrit, et je me suis demandé comment est-ce que moi j'aurais voulu, si j'avais si j'avais eu un budget et une équipe que je pouvais rémunérer, comment est-ce que j'aurais mis en image mon texte. Et comme j'avais pas de budget et pas d'équipe, et que ça avait du sens d'essayer d'utiliser un outil d'intelligence artificielle par rapport aux propos, j'ai décrit à la machine les images que j'avais en tête, comme je les aurais décrites à travers un storyboard avec une équipe. Et donc j'ai donné énormément d'informations, enfin énormément, le plus possible d'informations sur les images que j'avais envie que la machine génère. Si un enfant, les caractéristiques physiques de l'enfant, dans quel lieu il se trouve, est-ce que c'est sa chambre, si c'est sa chambre, comment est sa chambre, s'il y a des trophées de foot par exemple, ou s'il y a des choses au mur, c'est parce que je les ai demandées. Ensuite, dans quelle région du monde on est, quelle est la saison, est-ce qu'on est en hiver, en été, est-ce qu'il fait chaud, quelle est l'heure de la journée pour la lumière. Sur le cadrage aussi, je voulais des enfants face caméra qui regardent la caméra. Et en fait, l'outil génère des images fixes que j'ai retouchées sur des outils comme Photoshop, etc. et que j'ai ensuite animées pour essayer de leur donner vie. J'ai essayé en tout cas de pas me dire tiens, la machine elle me fait des images et les images elles suffisent à elles-mêmes. Je pense que le fait de comprendre comment la machine fonctionne et de savoir s'en servir, c'est ce qui peut nous permettre de faire en sorte que ça reste une machine. Peut-être que je dis des bêtises et que dans 2 semaines, on va se rendre compte de nouvelles avancées et que je regretterai ce que je suis en train de dire. Je suis pas devin. Seulement, j'ai envie d'appréhender ça comme un outil pour aller plus loin, pour débrider justement la créativité. Voilà, donc Anna. Alors on voit bien que les limites sont repoussées. Voilà un film qui est entièrement réalisé donc avec l'intelligence artificielle, même si elle a donné quelques données au départ à la machine pour qu'elle puisse s'y mettre, mais ça ouvre quand même des perspectives assez étonnantes. Peut-être que parmi vous, oui. Mais encore une fois, elle décrit quand même
toute l'interaction qu'elle a et le texte qu'elle a écrit, toutes les données qu'elle a données à la machine pour obtenir les images qu'elle avait en tête. Donc dire que c'est un film créé par l'intelligence artificielle, c'est quand même, je trouve, un raccourci un peu anxiogène qui ne correspond pas à ce qu'elle décrit là dans son interview. Oui, complètement. Moi, au début, je pensais que le texte qu'on lisait était généré mais en fait, pas du tout. Donc, ça reste extrêmement personnel. Et quand en plus, finalement, le travail dont elle parle, moi, je suis plutôt plus réalisateur que scénariste. C'est mon travail de décrire les cadres, les babioles derrière, ce qu'on dit à notre ensemblier. Enfin, elle n'a parlé que d'un travail de réalisateur. J'ai plutôt l'impression qu'elle a fait beaucoup d'économies, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu à payer des graphistes et plein d'autres métiers qui auraient dû donc, qui auraient, je pense, coûté très cher pour produire le même type d'imagerie, quoi. Voilà. Comme exemple de génération pure, créée par des IA, il y a eu une pub japonaise qui a gagné un prix, un concours de pub japonaise. Alors, les pubs japonaises, c'est un peu particulier, donc, mais je vous invite à regarder sur Internet, je ne me rappelle plus de la référence, mais il y a une pub qui a été générée entièrement à partir du pitch du commanditaire de la pub. Et c'est un ordinateur qui a généré complètement la pub. C'était il y a déjà, à mon avis, 6 ou 7 ans. C'est pour dire que même si aujourd'hui c'est très public, très voyant, et que tout le monde peut s'y confronter directement, parce que n'importe qui peut aller chez lui taper un truc à ChatGPT ou à Midjourney, etc. Les technos, elles datent d'un peu plus longtemps, et puis on a commencé à s'y approprier. Un autre exemple, dans le jeu vidéo, il n'y a pas eu cette révolution, alors qu'on utilise de la génération procédurale depuis des années. Les jeux vidéo s'intéressent à des mondes de plus en plus ouverts, de plus en plus grands, et donc les coûts de production deviennent démentiels. Et donc les studios se sont intéressés à comment je peux aider les gens qui créent les univers à générer automatiquement des contenus. Et ça s'est fait assez naturellement, sans cette rupture, je pense, qui est due à cet accès du grand public, à cette promotion et à cette volonté de briller très vite, sans doute pour des raisons pécuniaires et des marchés derrière. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut bien se passer. Ce sont des outils, il faut que les artistes travaillent avec les technologues. Non, mais totalement, ce film, c'est un exemple hyper vertueux et super rassurant, parce qu'il y a l'évidence d'un regard, la voix off est magnifiquement écrite, et en plus c'est une satire de son travail avec la machine, en fait. Donc, non, évidemment, le risque, c'est je sais même pas si c'est possible, c'est quelqu'un qui demande « fais-moi un film qui marche », quoi. Enfin, c'est ça le risque. Oui, moi je voulais réagir sur ce point que tu as déjà évoqué en disant est-ce que ça ne va pas tenter des producteurs, des investisseurs de faire que de la série B. Cette tentation, vous le savez mieux que moi, elle est présente dans le cinéma depuis sa création. C'est une industrie avec de fortes exigences économiques, d'investissement. Donc s'entourer de tout et avoir la tentation d'optimiser économiquement la création artistique, surtout dans le cinéma, c'est quelque chose qui est votre quotidien, j'imagine. Oui. Tout l'enjeu étant de ménager des espaces où on échappe à ça. Non, oui, en fait, oui, j'ai eu le temps d'y réfléchir parce que tu me l'as déjà dit. On s'est dit ça hier au dîner. Mais oui, mais en fait, faut pas se méprendre. Je veux dire, un film, un long métrage, c'est 2 ans d'écriture. Pour le réalisateur, c'est 5 ans de vie, etc. C'est évident qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 20 ans, on se pose la question de est-ce que c'est un film qui a une chance d'exister, d'intéresser le public. On se pose toutes ces questions en fait de visibilité, de place dans le marché, effectivement, mais aucun auteur en France de cinéma se lance avec l'idée ou dans l'écriture se dit si mon personnage il tourne à gauche, ça va vachement plus plaire au public. En fait, ça ne marche pas comme ça. En fait, personne ne travaille comme ça. On sait qu'on est une industrie. Effectivement, un film c'est cher, même un film pas cher c'est cher, mais c'est beaucoup d'argent. Mais ça, à part peut-être les 5% de films qui sont un peu plus des films de commande, etc. Mais c'est extrêmement minoritaire. Le processus, il reste très artisanal, très humain, très intime, à 1, à 2 ou à 3, qu'importe, mais c'est cette fragilité-là. Est-ce qu'on ne risque pas de la perdre avec des outils qui seraient mal utilisés, effectivement mal manipulés, pour inciter à aller plus vite, plus efficace, voilà, moi c'est ça mes questionnements. Ouais, enfin, ça me fait penser à quelque chose d'assez important. C'est comme si là on pointait dans la mauvaise direction en réalité sur ce qui est vraiment, je pense, dangereux et problématique en ce moment. Je ne pense pas que ce soit que de fait les auteurs vont être remplacés par des machines. Ce qui est
extrêmement commun maintenant en Californie. Enfin, j'ai rencontré des gens de chez Netflix, de différentes plateformes. En fait, et notamment, alors pas pour citer Netflix, c'est pas eux qui m'ont dit ça, j'ai rencontré le créateur de Corto, C-O-R-T-O, Yves Berquist, qui crée, en fait, grâce aux algorithmes, un logiciel dans lequel vous glissez votre scénario, et ça va vous expliquer exactement l'investissement que vous devez mettre dedans, quoi. Donc, la prise de risque ou non, si, en fonction même des... C'est le plan de financement qu'il vous crée. Exactement. Et en vrai, c'est plutôt aussi sur est-ce qu'il y a une audience pour ce film par rapport... Enfin, comme ces algorithmes sont connectés aux algorithmes de la plateforme et aux algorithmes de recommandation, ça va plutôt être, eux, une façon d'éditorialiser leur contenu en se servant des algorithmes. Donc, et ce que je viens par là, c'est que là, j'y vois quelque chose d'assez anxiogène où on va se retrouver face à des chargés de programme qui vont, eux, être un petit peu pilotés plutôt par des machines que réellement par un libre arbitre, quoi. Parce qu'ils savent exactement leur modèle, ce qu'il faut, comment il faut l'abreuver, quoi. Aujourd'hui, je pense que les gens commencent à prendre conscience quand même de l'effet de bulle cognitive. C'est ça qu'on appelle les bulles cognitives. C'est-à-dire qu'en gros, une machine s'entraîne à vous donner ce que vous aimez. Parce que vous la fournissez des retours, hein. Quand elle vous fournit une information, vous dites non, ça j'aime pas, et puis quand elle vous en fournit une que vous aimez, vous dites ouais, ça j'aime. Donc elle s'entraîne là-dessus et elle vous fournit des informations que vous aimez parce que c'est plus facile pour vous. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir des informations qui sont conformes à ce qu'on pense du monde. Et donc là, on a le même système qui se passe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais commencer à gérer les productions et vous dire celle-là, elle va marcher ou pas marcher, en fait, c'est des systèmes qui apprennent, c'est-à-dire qu'ils apprennent sur ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui va se passer demain, comme on le disait tout à l'heure, personne ne peut le savoir. Qu'est-ce qui va faire que le film de demain va marcher? Si les gens le savaient, s'il y avait des recettes, tous les grosses industries du cinéma seraient multimilliardaires, ce qui n'est pas le cas. C'est pareil dans le jeu vidéo, c'est des outils qui sont culturels avant tout. C'est très difficile de savoir quelles vont être les tendances de demain. Et ça, c'est vraiment une plus-value des scénaristes, de sentir les mouvements de la société, de sentir vers où on va, et puis d'avoir des idées fortes qui sont capables aussi de bouger les sociétés vers des nouvelles tendances. Et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout le modèle de fonctionnement des IA. Et puis les gens sont de plus en plus conscients de ces bulles cognitives, que l'IA les nourrissent, et que c'est vrai que c'est facile, et c'est vrai qu'on a tendance à être fainéant et à se laisser nourrir gentiment, mais les gens prennent conscience que ce qu'on regarde, ce dont on s'abreuve, nous aussi, on est des machines apprenantes, et donc c'est dangereux de s'abreuver de n'importe quoi. C'est-à-dire que ça modifie notre cerveau quand même. À chaque fois que je regarde un truc, ça affecte mon cerveau, peu importe. Donc j'ai quand même de plus en plus intérêt à choisir ce que je veux regarder. Et je pense que les gens prennent conscience de ça de plus en plus, de ce choix qui est vital, où je mets mon attention, surtout à une époque où tous les grands luttent pour l'attention des gens. Netflix l'a dit ouvertement, les gens des jeux vidéo font pareil. Et les gens commencent à prendre conscience du rôle qu'ils ont, de dire, moi, à partir du moment où j'allume un média quel qu'il soit et que je m'en nourris, eh ben, j'ai une responsabilité, ça va affecter mon cerveau, et donc je dois faire attention à quelle nourriture j'ingurgite. Et je pense que ça, c'est un message important, et ça va nous permettre de nous protéger quand même de cette génération automatique influencée par des IA qui vont dire ce film marchera, ce film marchera pas, ou parce que les gens ils sont quand même pas dupes. Là, moi je regarde le film et je suis pas dupe, je vois bien que c'est des images générées, même si elles étaient qualitativement bien meilleures et que tout serait parfait. Il y a qu'à voir le texte qui nous a généré sur sa plaidoirie de non, ne m'attaquez pas, je suis gentil et les scénaristes pourront toujours vivre. Ah, et c'est plat. Je suis pas compétent. Ils sont pas compétents. C'est assez plat. C'est pas très bien écrit, quoi. C'est pas... Et même si on lui demande de réécrire mieux, bon, on touche vite des limites. C'est des outils statistiques qui bon. Et tout ça pour dire que je pense que cette notion de conscience des gens, de savoir qu'est-ce que je vais regarder. On pourrait imaginer de la belle qualité, ce scénario a été écrit par un vrai humain. J'en sais rien, mais il y a plein de choses à penser. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que les scénaristes s'imprègnent de ces outils, comprennent les limites et les fonctionnalités de ces outils, et créent le métier de scénariste de demain. Et voilà. Mais non, je suis complètement d'accord avec vous, mais il y a la bulle cognitive, mais enfin la flemme cognitive, elle est très forte aussi. Moi, le premier, en fait, c'est-à-dire qu'un soir de fatigue, tu pars sur une série, bon, tu t'accroches vaguement, tu veux savoir le dénouement, tu as perdu 8 heures de ta vie, tu le savais dès le début. C'est quand même le cas très souvent, il y a des séries excellentes, mais c'est difficile d'y résister, à cette flemme-là, c'est difficile de résister à la junk food, donc ça demande une attention collective très forte. Exactement, mais on ne peut pas y résister tout le temps. La question, c'est est-ce que je suis capable, dans une partie de ma vie, de me dire, ce que je fais maintenant, je choisis vraiment. Et je veux voir quelque chose qui va m'apporter quelque chose d'important. C'est pareil pour moi, pourtant je travaille dans le domaine.
j'essaye d'influencer les gens avec des obscurs algorithmes. Mais est-ce que vous considérez quand même qu'aujourd'hui, avec cette technologie, on ne fera plus un cinéma identique à celui qu'on faisait il y a quelques années, qu'au fond, qu'on le veuille ou pas, la manière dont on écrit, on réalise, les images auxquelles on a recours, parfois des images, regardez les péplums, on en parlait hier, des années 50, quand vous avez des figurants, qu'il y avait 8000 figurants sur une scène de guerre, aujourd'hui, vous faites le même plan en copiant et en collant ces images-là, et vous avez fait et des économies, et c'est une autre technologie. Donc, est-ce qu'il y a quand même des pans de réalisation dans le cinéma qui ont évolué, sur lesquels on ne reviendra probablement pas en arrière? Je ne suis pas cinéaste ni scénariste. Enfin, quand même, les effets spéciaux ne sont pas nés aujourd'hui. Les effets de foule ont été inventés au cinéma depuis fort longtemps, et avec brio, y compris dans les péplums. Donc, pardon? Exactement, Mankiewicz, ou bien les transformations de visage. Donc, ne donnons pas à penser que tout à coup, il y a l'an 1, ou l'an 0, ou l'an -1, et que tout à coup, s'ouvre une ère radicalement nouvelle. Non. D'abord, si on faisait l'inventaire, c'est pas la même chose, je le sais, mais quand même, l'influence des technologies sur l'évolution de l'art, et plutôt la bonification de l'art. Prenons le domaine du patrimoine. Bon, nous avons fait des progrès gigantesques dans le domaine de la connaissance de l'archéologie. Vous voyez avant-hier qu'au Pérou, on a pu découvrir, vu de très haut, avec des méthodes tout à fait nouvelles, des inscriptions qui dataient d'il y a 3 ou 4 000 ans. Bon, Notre-Dame, pour parler d'aujourd'hui, sa restauration n'est pas faite de la même manière qu'elle aurait été accomplie il y a 50 ans ou un siècle. Il y a toute une série de données topographiques, de données matérielles qui ont été mises au jour par des techniques nouvelles. Il y a toute une série de sociétés en France, en particulier, je pense à Iconem, qui font un travail extraordinaire à partir de technologies nouvelles pour reconstituer des monuments détruits. Par exemple, les monuments détruits par Daesh au Moyen-Orient, Mossoul ou ailleurs. Et plus encore, non seulement ils sont capables de reconstituer, mais ils permettent aux futurs restaurateurs de pouvoir, à partir de ces images, reconstruire de façon fine et intelligente. Bref, ce n'est pas l'an 0. Ce n'est pas une révolution absolue. Simplement, il y a des garde-fous à imaginer, il y a des contre-feux à concevoir, il y a probablement, dans le domaine, je répète, de l'éducation, à changer aussi beaucoup de choses, et pas seulement pour l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'il faudrait faire une plus grande place, je dirais, à l'intelligence émotionnelle, et que dans notre système d'éducation, l'épanouissement des goûts, l'épanouissement de la sensibilité, l'épanouissement de l'imaginaire, l'épanouissement des sens soit reconnu au même titre que les calculs mathématiques ou l'apprentissage mécanique de la lecture. Ça, c'est vital si nous voulons que les citoyens de demain puissent lire le monde autrement qu'aujourd'hui. Sans compter les mesures à prendre sur le plan des droits d'auteur, parce qu'effectivement, je me mets à la place quand même des scénaristes, quand même, des métiers techniques aussi, qui sont gravement menacés, des comédiens, peut-être aussi. Tout cela mérite d'être examiné solidement, sérieusement. J'espère que les autorités publiques vont le faire. Et ça... Non, mais pour répondre à ce que vous disiez, Michel, un point pour se rassurer un peu, si on regarde les 2 grands films qui cartonnent en ce moment, qui sont Oppenheimer et Barbie, leur point commun, c'est qu'ils ont une vision assez vintage du monde et de la fabrication, quoi. Oppenheimer, c'est de la pellicule, tous les effets
alors ils se vantent, Nolan, de les avoir réellement filmés. Il n'y a rien qui est fait en 3D. Quand la bombe H explose, on voit les types qui manipulent les projecteurs, alors que ça coûte, je pense, beaucoup plus cher que de le faire en AI. Et Barbie, c'est pareil, tout est construit, tous les décors sont fabriqués, ça se sent à l'image, et c'est pour ça que moi, ce film m'intéresse, on sent que c'est pas... L'AI, enfin, les nouvelles technologies ne sont pas passées par-dessus pour tout lisser. Donc il reste, enfin je crois, enfin, on va plutôt dans une direction des fois opposée, justement, c'est un peu ce qu'on entend là, parce qu'on a une angoisse, quoi. Et je voudrais raconter une petite histoire, parce que j'ai fait une rencontre qui m'a beaucoup marqué à San Francisco. J'ai rencontré Luc Julia, qui a créé Siri à l'époque sur Apple, quoi, qui est un personnage très marrant. Et en ce moment, son obsession, il travaille pour Renault aux États-Unis, c'est de rendre la voiture complètement autonome. Et c'est un bon parallèle avec l'écriture. Et vous allez voir, c'est assez rassurant. En fait, là, en ce moment, ils cherchent à San Francisco à faire des voitures tellement autonomes qu'il n'y a même plus de chauffeurs à l'intérieur. Et donc, ils sont en phase de test. Et donc, vous avez des Jaguars blanches qui appartiennent à une société qui s'appelle Waymo. Et dans ces Jaguars, il y a un type qui est là, qui a ses mains même pas sur le volant, qui attend et qui doit intervenir si la voiture bug, quoi. Donc, c'est des grosses voitures blanches truffées de caméras. Et alors, je crois que c'est plus ou moins lié à Elon Musk, et en fait ils n'arrivent pas à trouver un algorithme qui soit suffisamment autonome pour que cette voiture soit complètement autonome. Donc ils ont ouvert les droits sur les images qu'ils filment pour que toutes les sociétés puissent travailler dessus pour réfléchir à l'algorithme le plus précis et pour qu'enfin une voiture puisse conduire toute seule. Et ce qu'explique Luc Julia, il dit mais en fait la machine a une capacité l'humain a une capacité d'infini que n'aura jamais la machine. Il dit, moi, je me suis arrêté sur les rushs, il y a des milliards d'heures de rushs, j'ai regardé 3 heures. Et tout à coup, je suis tombé sur un premier bug d'une voiture qui est sur une route complètement dégagée, qui tourne autour de San Francisco. Et il dit, cette voiture, elle s'arrête, et toutes les 2 secondes, elle fait 1 mètre, elle s'arrête, elle fait 1 mètre. Et il dit, tiens, c'est un bug intéressant, essayons de comprendre. Il regarde les caméras latérales, et il trouve sur le côté vers le trottoir un type qui a volé un panneau stop, et qui marche, enfin qui a volé, en tout cas c'est un type qui marche avec un panneau stop. Et la voiture n'a pas la capacité de comprendre à ce moment-là que c'est un type qui a volé un panneau stop, donc elle ne s'arrête pas. Et il dit, en fait, l'humain c'est extraordinaire, il fait un coup d'œil, ou peut-être il en fait 2, et en fait il a déjà créé l'espèce de lien infini d'une image qu'il n'avait pas avant, où il se dit, ce type, je n'ai jamais vu ça, a volé un panneau stop, je ne m'arrêterai pas, quoi. Donc c'est très rassurant quand même sur l'avenir de la technologie. Oui, non, moi je suis pas particulièrement inquiet, mais tout dépend de ce qu'on continue à appeler le cinéma, et ça je pense que Simon sera d'accord, c'est-à-dire que c'est des intentions écrites, c'est un plateau de tournage, c'est des trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est le décor qui n'est pas celui qu'on avait prévu, c'est un comédien qui bafouille, c'est le montage où on revisite tout, même des fois on récupère des intentions d'un acteur sur une autre scène, on change complètement le sens. C'est tout cet artisanat-là et cet aléatoire-là. Et là-dedans, ChatGPT, comme les VFX, peut très bien rentrer, effectivement, mais à partir du moment où on garde cette idée d'aléatoire, de fragilité, de petit bordel humain, quoi. Ah oui, tu vas rebondir sur cet impératif de l'aléatoire, quelle que soit d'ailleurs l'intention qui le guide. C'est une anecdote, pour moi, séminale. Je m'appelle Laura, non pas en référence à La Petite Maison dans la Prairie, mais au film d'Orson Welles. Et il y a une anecdote mythique, si elle n'est pas vraie, surtout je ne veux pas le savoir, qui est que le film était trop long et que le producteur est intervenu sur le tournage de Laura, a déchiré 5 pages et a dit continuez. 5 ou 20, ça dépend des versions, ce qui rend le film mystérieux pour les amateurs, incompréhensible pour d'autres. Et donc l'aléatoire, y compris guidé par des contingences économiques ou de prévision du marché, a toujours été là. Et est-ce que le film est bon parce que ou malgré cette intervention de l'aléatoire, on ne saura jamais. Et je pense qu'on va arriver à des chefs-d'œuvre où l'intelligence artificielle aura sa part, mais où le geste créateur et le processus créatif sera toujours celui du ou des créateurs. Je pense aussi que l'IA va transformer les métiers, c'est sûr, mais comme toutes les technologies qui sont arrivées dans le cinéma et dans les autres arts, il faut y voir une opportunité d'aller plus loin. Ça a été le cas des VFX.
Au début, on s'en servait pour corriger des trucs vite fait, mais ça a permis de créer des films fantastiques qu'on ne pouvait même pas imaginer dans le passé. Et on a créé des nouveaux univers complètement virtuels qu'on a pu mettre en scène, dans lesquels on a pu jouer. Et donc, je pense que l'IA va nous ouvrir des nouvelles portes. Et puis, va donner aussi l'accès à un grand public, des gens qui ne sont pas des professionnels, le moyen de créer par eux-mêmes des choses plus rapidement, des choses qui deviennent accessibles pour n'importe qui, pour moi, qui ne suis pas du tout dans du domaine du coup. Et donc, pourquoi pas, parmi toutes ces choses, alors il y aura sans doute plein de choses qui sont peu d'intérêt, mais pourquoi pas, parmi tout ce public, c'est un peu ce qu'on voit avec l'effet YouTube, hein, dans toutes les choses générées par tous les gens, de temps en temps, il y a une pépite géniale, qui est inspirante. Et là, c'est le moyen de donner accès à ce pouvoir créatif au plus grand nombre. Et pourquoi pas, parmi toutes ces choses, voir apparaître des nouvelles pépites. Merci. Peut-être, Monsieur le Ministre. Non, je n'ai pas à conclure, alors disons simplement, oui, un peu de bordel, comme disait notre ami tout à l'heure. Place au bordel, place à la vie, place à la chair, place à l'âme, place au désir, place à, voilà, aux mille et une possibilités que nous offrent les technologies, notamment celle-là. Et le merveilleux exemple donné par notre ami sur la voiture. Non, le golem ne nous menace pas. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à cette rencontre. À la question, comme on dit souvent dans les tribunaux, qui est posée, intelligence artificielle, cinéma, ami ou ennemi, moi je retiens beaucoup plus le mot ami que ennemi. Tout à l'heure, quelqu'un me faisait remarquer que l'optimiste invente l'avion et le pessimiste invente le parachute. Et donc, au fond, c'est un peu cette image-là donc il y a des choses bien et des choses sur lesquelles il faudrait peut-être se prémunir et se protéger. Merci à vous tous pour avoir été là. Merci à nos invités.